Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait un bruit? Comment le savez-vous? Si vous entendez l'arbre tomber mais que vous ne le voyez pas, pourquoi faites-vous confiance à votre sens de l'ouïe? Cette question peut sembler ridicule, mais la vérité est que malgré la confiance totale que nous leur accordons, nos sens nous trompent tout le temps. Vous entendez cette bande sonore et certains d'entre nous entendent Tiani, tandis que d'autres entendent Laurel. Vous croyez entendre votre ami rire dans l'autre pièce, avant de sortir et de voir qu'il s'agit simplement de la télévision. Un bâton qui semble plié dans l'eau s'avère être droit lorsque vous le sortez de l'eau. Vous passez ce qui vous semble être des heures à marcher dans une forêt sombre et effrayante. Puis vous vous réveillez et vous réalisez que vous étiez juste en train de rêver. Le monde est un endroit étrange, et malgré toutes les connaissances que nous avons réussi à accumuler en tant qu'espèce, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Voici tout ce que nous ne savons pas. Je pense, donc je suis. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Inventée par René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, cette simple déclaration est à la base de toute la philosophie moderne. Il s'agit d'un énoncé de connaissance, d'une affirmation selon laquelle, si je ne sais rien d'autre, je sais au moins que j'existe. Si cette idée ne semble pas révolutionnaire à première vue, elle est en réalité très importante. Depuis l'époque de Socrate, les philosophes se sont demandé s'il était possible de savoir quoi que ce soit, car il semble que plus nous posons de questions, moins nous avons de réponses. Descartes lui-même était réputé pour son étonnante capacité à douter de tout, même des détails les plus insignifiants et les plus évidents. Il traitait toutes ses idées avec un scepticisme radical, persuadé que cela le mènerait finalement à la vérité. Ce scepticisme l'a amené à poser une question à laquelle la science n'a toujours pas pu répondre. Comment puis-je savoir que je ne suis pas en train de rêver? Ou, plus effrayant encore, comment puis-je savoir que mon esprit n'est pas délibérément trompé par un génie maléfique? Pensez-y comme dans le film Matrix. Il est possible qu'en ce moment même, vous soyez connecté à une machine géante qui vous fournit toutes les données sensorielles dont vous faites l'expérience. Vous ne regardez pas vraiment cette vidéo, c'est juste la machine qui vous fait croire que c'est le cas. Bien qu'improbable, ce phénomène est techniquement possible et il est impossible de le réfuter. C'est pourquoi certains affirment que nous vivons dans une simulation. Vivons-nous ou non? Nous ne le savons tout simplement pas. Descartes affirme que notre incapacité à exclure ce scénario nous oblige à douter de tout ce que nous pensons savoir. Un état de scepticisme radical dans lequel nous ne pouvons faire confiance à rien de ce que nous vivons ou pensons. Heureusement, Descartes nous offre une porte de sortie. Même si nous sommes contraints de douter de tout, la seule chose dont nous ne pouvons pas douter, c'est du fait que nous doutons. Si nous pouvons douter, alors nous pouvons penser, et si nous pouvons penser, alors il doit y avoir un esprit qui pense. Ainsi, même si nous ne saurons jamais si le monde qui nous entoure est ou non une illusion, ou si nous avons même un corps physique, nous pouvons être tranquilles en sachant que nous avons un esprit, que nous existons. Pas vrai? Pas tant que cela. Des philosophes ultérieurs, de Kierkegaard à Heidegger, ont critiqué l'affirmation de Descartes, arguant que l'existence de pensée n'implique pas nécessairement l'existence d'un penseur. Friedrich Nietzsche est même allé jusqu'à dire que l'idée qu'il existe quelque chose appelé pensée est en soi une hypothèse. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il se passe quelque chose. Nous ne savons pas ce que c'est. Si vous levez les yeux au ciel à ce stade, c'est compréhensible. Pour la plupart des gens, tout cela ressemble à un tas d'absurdités surintellectualisées qui n'ont aucun rapport avec le monde réel. Même si nous vivons dans la matrice, je sais que 2 et 2 font 4, que la terre sous mes pieds est solide. Attendez un peu sur ce dernier point. S'il est si difficile de dire si nous savons vraiment quelque chose, c'est en partie parce que nous vivons dans un univers dynamique où rien n'est jamais stable. Tout ce qui existe est toujours en mouvement et en évolution, y compris la Terre elle-même. Alors même que vous regardez cette vidéo, le visage même de la planète est en train d'évoluer. La théorie de la tectonique des plaques est relativement nouvelle pour la science. Apparue au milieu des années 60, notre compréhension de la manière dont la Terre se déplace et bouge est encore assez limitée. Nous avons découvert certaines choses, comme le fait que la croûte rocheuse de la Terre se présente sous la forme de plaques qui reposent sur un manteau de magma liquide. Ce magma, en circulant et en se déplaçant, pousse les plaques les unes contre les autres, créant ainsi des tremblements de terre, des volcans et des montagnes. Cela signifie que, contrairement à ce que nous pensons, le sol sous nos pieds n'est pas solide. Il est en constante évolution. Et si c'est le cas, comment pouvons-nous dire que nous le connaissons? Demain, un tremblement de terre pourrait remodeler nos continents, et le mieux que nous puissions avoir est donc une approximation grossière de ce que nous pensons qu'il était, et non de ce qu'il est réellement. J'essaie peut-être de filer la métaphore, mais il semble qu'à chaque fois que nous enquêtons sur ce que nous croyons savoir, nos idées commencent à s'effriter. C'est une bizarrerie intéressante de la réalité. Plus une question est simple, plus il est difficile d'y répondre.
C'est pour cette raison que de nombreuses personnes craignent la mort, car nous ne savons tout simplement rien de ce qui se passe après. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que la peur de ne rien savoir de la mort présuppose que nous sachions ce qu'est la vie, car en réalité, nous ne le savons pas non plus. S'il nous est facile de faire la différence entre les matières vivantes et non vivantes, par exemple entre une pomme et un caillou, les choses se compliquent lorsque nous essayons de donner une définition précise de la vie. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse d'une plante ou d'un animal, d'une bactérie ou d'un champignon, sont composées de cellules et sont capables de remplir certaines conditions fondamentales. Il s'agit notamment de la réactivité, du métabolisme, de la transformation de l'énergie, de la croissance et de la reproduction. Par exemple, lorsque vous sentez une odeur de nourriture, vous réagissez en ressentant la faim. Manger un sandwich déclenche alors le processus métabolique, qui permet de transformer les calories en énergie. Cette énergie est ensuite utilisée pour faire des choses comme développer des muscles ou attirer un partenaire. Mais c'est ce que fait la vie, pas ce qu'elle est. Le principal problème est que la principale caractéristique de la vie est qu'elle change constamment, et que les définitions, par nature, sont censées être statiques. Si nous savions d'où vient la vie, nous aurions peut-être une meilleure idée de ce qu'elle est exactement. Malheureusement, nous ne le savons pas non plus. Bien sûr, un jour, la science trouvera la solution. Les secrets de la vie, de la Terre et de tout le reste seront dévoilés. Tout ce qu'il faut, c'est une technologie plus avancée, des méthodes plus sophistiquées, et nous serons en mesure de connaître les réponses avec certitude, n'est-ce pas? Mais voilà, la science n'est jamais certaine à 100%. Lorsque les chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, également connue sous le nom de CERN, ont annoncé la découverte du boson de Higgs en 2012, ils l'ont fait en déclarant que leurs observations avaient franchi le seuil crucial de la certitude à 5 sigma. Pour la plupart des gens, ce terme n'est rien d'autre que du jargon académique. Mais dans ce contexte, le sigma est l'unité de mesure statistique utilisée pour déterminer la probabilité qu'un résultat donné soit correct. Plus la valeur est élevée, plus il est probable qu'un résultat donné soit vrai. 5 sigma est l'étalon or, ce qui représente une chance sur 1 million qu'une observation donnée soit inexacte. Mais il y a toujours une chance. Vous pensez peut-être que je coupe les cheveux en 4. Après tout, une chance sur 1 million, c'est comme si c'était vrai, n'est-ce pas? Eh bien, non. Une expérience menée en 2021 par le CERN aurait révélé qu'une série de particules fantômes presque sans masse, appelées neutrinos, avaient voyagé plus vite que la vitesse de la lumière. C'était bien sûr impossible, car cette découverte violait le principe de relativité d'Einstein, mais l'expérience a été réussie avec un niveau de confiance de 6 sigma, ce qui signifie qu'elle avait une chance sur un demi-milliard d'être fausse. Et pourtant, elle l'a été. 4 expériences ultérieures n'ont pas réussi à reproduire les résultats initiaux, et la première expérience a été considérée comme un coup de chance. La science est très douée pour expliquer ce qui se passe et comment cela se passe, mais pas vraiment pourquoi cela se passe. Faites passer n'importe quelle révélation scientifique par une série de questions sur le pourquoi, et vous arriverez toujours à un point où nous ne savons tout simplement pas. Prenons l'exemple de la gravité. Lorsqu'une pomme tombe d'un arbre et frappe la tête d'Isaac Newton, nous savons qu'il s'agit de la gravité. Nous pouvons même la mesurer à 9,8 mètres par seconde. Mais lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi cela se produit, près de 350 ans plus tard, nous sommes toujours désemparés. Toutes les autres forces physiques de l'univers, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et faible, ont une particule subatomique correspondante. Pourtant, nous ne savons toujours pas quelle est la particule responsable de la gravité. Les physiciens ont théorisé l'existence d'une particule appelée graviton, qui, comme le boson de Higgs, nécessite des quantités massives d'énergie pour être détectée. En fait, on prévoit qu'il faudrait un spectromètre de masse de la taille de Jupiter fonctionnant à 100% de sa capacité pour en identifier un. Mais pourquoi le graviton est-il si difficile à trouver? Pourquoi la physique se comporte-t-elle ainsi? Et est-il possible qu'elle fonctionne différemment? La notion de physique alternative est le plus souvent associée à la théorie du multivers. L'idée qu'il n'existe pas un seul univers, mais une infinité d'univers différents. Nous ne savons pas si c'est vrai, bien sûr, mais si c'est le cas, il est possible que parmi ces innombrables variations, il existe d'autres types de physique. Peut-être que dans un autre univers, la gravité n'est pas si difficile à mesurer. Peut-être qu'au lieu de cela, c'est l'électromagnétisme qui est la force rebelle qui déconcerte les scientifiques. Mais il n'y a pas que les autres univers qui peuvent fonctionner selon d'autres lois physiques. Même notre propre univers pourrait être soumis à d'autres formes de physique que nous n'avons pas encore découvertes. En 2022, des chercheurs de l'Université de Columbia ont programmé une IA pour qu'elle étudie des séquences vidéo de différents phénomènes physiques et qu'elle recherche ensuite l'ensemble minimal de variables décrivant ces observations. Les séquences comprenaient des éléments tels qu'un pendule, une lampe à lave et une cheminée. Lorsque l'IA a renvoyé ses résultats, les chercheurs ont constaté qu'ils pouvaient identifier certaines des variables définies par l'intelligence artificielle, mais pas d'autres. Ils pensent que l'IA appliquait de nouveaux ensembles de lois physiques actuellement inconnues des humains. Malheureusement, comme le programme ne peut pas communiquer ce qu'il pense,
les variables exactes restent un mystère. Cependant, cela soulève une question intéressante. Si nous devions rencontrer une espèce extraterrestre, est-il possible qu'elle utilise d'autres lois physiques? Le roman de Ted Chiang, Story of Your Life, qui a inspiré le film Arrival, sorti il y a 26 ans, explore cette idée. Attention, je vais vous spoiler. Dans l'histoire, des humains établissent un premier contact avec des extraterrestres après l'apparition soudaine de dizaines de vaisseaux spatiaux en orbite. Mais au lieu de vouloir s'emparer de la planète, il semble que les visiteurs extraterrestres veuillent simplement parler. Pour entamer la conversation, les humains et les extraterrestres travaillent ensemble pour déchiffrer lentement le langage de l'autre, ainsi que leurs approches respectives de la physique. Il devient rapidement évident que les concepts scientifiques et mathématiques qui sont avancés pour nous, comme le calcul, sont élémentaires pour eux. Étonnamment, l'inverse est également vrai. Les extraterrestres déploient des méthodes étranges et apparemment alambiquées pour décrire des principes de base tels que la vitesse. Bien que les deux méthodes donnent des résultats précis, chacune est très spécifique à l'espèce qui l'a développée. Finalement, il est expliqué que les extraterrestres ne perçoivent pas notre univers comme étant causal. Au contraire, ils considèrent que tous les événements se produisent simultanément. C'est ce qui explique leur étrange physique. Story of Your Life de Chiang soulève des questions intéressantes sur des concepts tels que le temps, la perception, le libre arbitre et la subjectivité, nous obligeant à nous demander s'il existe une réalité objective. Comment savoir si la réalité dont nous faisons l'expérience est indépendante de notre propre conscience? Ce problème préoccupe les philosophes depuis l'Antiquité. Platon en particulier est connu pour avoir proposé l'idée du royaume des formes, un plan non physique et immatériel à partir duquel le monde physique se manifeste. La science fonctionne en fait sur un principe similaire, en supposant qu'il existe une réalité objective au-delà de nos sens, qui peut être observée et mesurée. Malgré tous nos efforts, personne n'a jamais confirmé l'existence d'une réalité objective. En fait, étant donné que tout ce que nous savons nous parvient d'abord par nos sens et donc par notre propre perception subjective, il est impossible de prouver l'existence d'une réalité objective. Nous ne le saurons jamais. Dans son livre The Spell of the Sensuous, le philosophe David Abram affirme que l'idée même d'une réalité objective n'est pas représentative de l'univers dans lequel nous vivons. En réalité, Abram affirme que nous existons dans le domaine de la subjectivité intérieure, un terme qu'il emprunte au philosophe allemand Edmund Husserl. Cette forme de réalité, plutôt que d'être un phénomène séparé et isolé, est créée par l'expérience collective de tous ses participants. L'univers n'existe pas en tant qu'objet de nos perceptions subjectives. Au contraire, il naît de notre interaction avec lui. Si cette idée vous semble un peu excentrique, pensez à la mécanique quantique, où nos simples observations affectent littéralement l'état de la matière. Il suffit de mesurer un photon de lumière pour le faire passer du statut d'onde à celui de particule. La réalité objective n'existe peut-être pas. Peut-être que tout ce qui existe est notre expérience subjective collective et intérieure. Il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir. Plonger dans les profondeurs de l'incertitude n'est jamais agréable. C'est la raison pour laquelle l'homme a inventé la raison et la science. Nous voulons avoir l'impression de connaître les choses. Cela nous donne un sentiment de contrôle dans un univers autrement chaotique, imprévisible et parfois dangereux. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été agnostique sur la plupart des sujets. Si une idée n'était pas étayée par ce que je considérais comme une preuve rationnelle et scientifique, je n'y croyais tout simplement pas. Mais plus j'apprends, plus je réalise à quel point ma propre expérience est limitée, et à quel point nous, en tant qu'espèce, ne savons rien. La matière ordinaire ne représente que 5% de l'univers. Le reste, 95% de tout ce qui existe, est un mystère complet et total. Nous ne savons tout simplement pas. Il me semble naïf, voire carrément arrogant, de me fermer à de nouvelles idées simplement parce qu'elles ne correspondent pas à ma compréhension actuelle du fonctionnement des choses. Demain, la Terre pourrait basculer, la vie telle que nous la connaissons pourrait changer du tout au tout, et tout ce que la science nous a appris pourrait s'avérer n'être qu'un coup de chance. Mais plutôt que de répondre à ce dilemme par la peur ou le rejet pur et simple des principes scientifiques, nous devrions le prendre comme une occasion d'apprendre, en accueillant l'incertitude comme un moyen de transformer notre perception. Il me semble que c'est la seule voie rationnelle à suivre. Car il s'avère que tout ce que nous ne savons pas est, eh bien, tout.